bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de mémoire. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Face aux Veilles, votre rendez-vous télé coproduit par la télévision BF1 dans le cadre du programme Face aux Veilles qui se veut une émission de facilitation de la redevabilité de la veille citoyenne avec la société civile. Un cadre permis en tout cas avec le concours de la Fondation Hirondelle via le studio Yafa. Aujourd'hui, un thème majeur nous réunit. Il concerne la majorité des Burkinabés. Aujourd'hui, nous parlons de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. N'est-ce pas, Astrid Nikiema? Effectivement, Abdul Razak Traoré. Et pour ce faire, nous reviendrons sur le point de la campagne agricole, sur l'initiative présidentielle pour la production agricole et nous partagerons avec vous des solutions. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Prosper Zemba. Il est directeur général des productions végétales au ministère burkinabé en charge de l'agriculture. Et nous avons également Gilles Zongo, président du réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina, ROPSA-B, et Madame Alizeta Rwamba Kabouré, conseillère agricole, présidente du SCOUP des entrepreneurs agricoles de Kouremanga Fesso, c'est dans la région des Hauts-Bassins. Nous avons également un public averti composé de producteurs, de transformateurs et de journalistes, membres du réseau pour la sécurité alimentaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc bien à votre rendez-vous de Face aux Veilles et comme le souhaite l'esprit de cette émission, c'est-à-dire la participation depuis la base, nous avons réalisé pour vous un sondage avec notre partenaire Viamo sur le 3-2-1. Astrid, quelles sont les tendances de ce sondage? Razak, il faut dire qu'au total, ce sont 16 759 auditeurs qui ont répondu à notre questionnaire en français, Mouré et Djoula. C'est un panel composé de 65,1% d'hommes et de 34,9% de femmes qui sont repartis dans les 13 régions du Burkina Faso. Et donc, à la question, est-ce que vous êtes satisfait de la campagne agricole 2023? 52,8% ont répondu par la négative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Monsieur Zemba, vous venez de voir ce sondage. En tout cas, il est sans embâche. Plus de la moitié qui estime que la campagne agricole n'a pas été satisfaisante. Réaction sur ces chiffres? Ok, merci. À l'entame de mon propos, j'aimerais dire merci donc à BF1 et à la ROPSA pour nous avoir donc associés à cette émission afin donc de pouvoir intervenir sur le secteur agricole donc dans cette émission. Alors il faut dire que c'est une perception donc de ces producteurs et un sondage reste un sondage et sinon le comité donc de prévision de la sécurité alimentaire qui s'est tenu en novembre dernier donc a pu livrer donc des chiffres provisoires donc de la situation de la campagne et de la situation donc alimentaire au Burkina Faso. Et à ce titre-là, nous pouvons dire que environ 98% donc des besoins alimentaires, notamment en céréales donc des Burkinabés, peuvent être satisfaits. Je dis bien que c'est un bilan provisoire qui reste donc à être validé donc l'année prochaine après que tous les chiffres aient été donc vérifiés. Alors, il faut dire que la campagne a été un peu difficile parce que nous avons connu donc un démarrage tardif, mais avec des séquences sèches au milieu donc de la campagne. Mais néanmoins, avec l'appui de l'État en termes donc d'intrants et d'engrais, et cette année, nous avons pu enregistrer environ entre 4 et 21% donc de hausse de la production par rapport aux 5 dernières années, malgré qu'à cause de la situation sécuritaire, nous n'avons pas pu emblaver près de 150 000 hectares donc, par rapport donc, à nos prévisions. Donc, pour dire qu'on a été assez performant, mais on peut dire que la campagne a été moyenne. Et avec la campagne sèche donc, qui vient de démarrer, la production et les importations aussi qui peuvent être faites par les importateurs viendront donc couvrir en tout cas le manque à gagner. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire
à propos de cette campagne agricole? Alors, la campagne a été moyenne, comme je le dis, puisque avec 98%, donc nous sommes en équilibre. Donc en équilibre parce que pour être dans une situation confortable, il faut avoir environ 120% donc, de nos besoins qui soient satisfaits. Donc 98%, c'est en équilibre. Donc cela veut dire que lorsque nous ne maîtrisons pas, par exemple, les exportations donc, de nos céréales, ou si nous n'avons pas des actions pour mieux conserver ces céréales et que nous avons des pertes, cela peut nous mettre dans une situation inconfortable. Sinon, pour le moment, nous sommes en équilibre. Et l'équilibre, ce n'est pas la partie qui est recherchée, mais c'est plutôt donc, l'excédent, notamment 120% qui est recherché. C'est pour cela que nous avons engagé donc, une production pour cette campagne sèche avec le début de l'offensive agro-pastorale et pour pouvoir donc, booster la production et pouvoir combler donc, le déficit qui a été enregistré. Merci, M. Zemba. On verra si du côté des organisations paysannes, si le même constat est fait. Ok, merci bien. Pour ce qui est des organisations paysannes, nous qui suivons un peu la campagne agricole, nous pouvons dire, comme monsieur le directeur vient de le dire, que la campagne a été moyenne. Surtout quand il y a des zones, quand on essaie d'analyser, on voit qu'il y a eu des postes de sécheresse répétés. Et si ces postes de sécheresse-là sont répétés, c'est sûr que ça va jouer sur la production. Donc, les chiffres qui ont été avancés, c'est vrai, on couvre 98% des besoins, mais s'il faut aller région par région, province par province, vous verrez qu'il y a des zones qui sont déficitaires sur le plan céréalier. Donc, c'est ce que nous pouvions dire. Donc, c'est dire que les chiffres sont bien, 98%, mais il y a lieu de se préparer, qu'il y aura des zones où vraiment il y aura un déficit céréalier qu'il faut combler. Madame Rwamba, du côté de la région des Hauts-Bassins, quelle est la situation? Ok, merci. Et je remercie d'avoir cette initiative qui va vraiment nous aider sur certains points. Ce qui se dit dans le sondage, on ne pourra pas beaucoup revenir là-dessus, mais c'est que la région des Hauts-Bassins, qui est une zone à forte production, cette année, en toute sincérité, on se plaint. Oui, on se plaint. Quelles sont les plaintes, dans le fond? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que d'autres ont évoqué ici le problème de la sécheresse. Mais il y a aussi le problème des intrants et la venue tardive aussi des intrants, ça a beaucoup joué sur nous. Voilà. Donc voilà un peu les problèmes qu'on a rencontrés. Il y a eu pas mal de choses. On parle aussi de l'insécurité, mais l'insécurité, c'est quelque chose qu'on s'est adapté maintenant pour pouvoir avancer. Mais le problème majeur même, ça a été la pluviométrie, la mauvaise répartition de la pluie, la venue tardive des intrants et la hausse des prix aussi des intrants. Ça a beaucoup joué. Voilà. D'accord. La question des intrants, on reviendra là-dessus. Mais en attendant, au-delà du sondage réalisé, nous avons tendu le micro à quelques agriculteurs, quelques producteurs. Suivons donc cet élément. Cette année, on peut dire que la campagne a été en tout cas très moyenne et un peu plus ou moins bonne. Parce qu'il a plu avec une répartition, en tout cas générale, dans l'espace, dans le temps, et ça a dépassé un peu quand même les limites qu'on souhaitait. Sinon, il a plu. Parce que presque toutes les cultures, en dehors du riz, même par moment ça a donné, mais en tout cas, en dehors du riz, presque toutes les cultures ont donné. Que ce soit les céréales, les légumineuses, tout ce que, les fruits, en tout cas ça a donné. Donc là, on peut dire que ça a été vraiment ça a été bien. La campagne agricole cette année, disons plus ou moins qu'elle a été agréable, malgré l'insuffisance de la pluie dans les premiers lieux. Mais à la longue, on dirait quand même que ça va. Voilà, on a produit de nos propres forces. Bon, c'est juste pour manger. Hein. Voilà, ça ne peut pas suffire pour dire amener ça à la commercialisation ou bien quoi. Voilà. Mais ce qu'on voulait là, si on peut avoir une aide, un suivi pour en produire beaucoup, qui va servir d'abord au peuple burkinabé et pourquoi pas les autres. Voici donc pour les réactions de producteurs. Et puis, nous allons parler fact-checking maintenant sur cette thématique de campagne agricole. Il y a aussi des fausses informations qui circulent. Notre partenaire FasoCheck nous aide chaque mois à déconstruire ces fake news. Jordan Meda, vous êtes membre de cette organisation de fact-checking. Qu'avez-vous vérifié pour cette émission?
Nous avons vérifié une déclaration de Flash Burkina, une page Facebook qui a 140 000 abonnés. Elle dit qu'en 2021, le Burkina Faso a exporté pour 400 millions de dollars de tomates, soit 243 milliards de francs CFA vers le Ghana voisin. Ce post Facebook a été liké par au moins 1600 personnes et partagé 176 fois. Et qu'est-ce qui ne va pas dans cette déclaration? Elle est tout simplement fausse. FasoCheck n'a trouvé nulle part sur les moteurs de recherche et dans les instituts de recherche des données qui attestent que le Ghana avait importé en 2021 de la tomate d'une valeur de 400 millions de dollars. Mais d'où vient ce chiffre avancé par Flash Burkina? Flash Burkina attribue ces chiffres à un article publié le 19 octobre 2022 par Sahel Agriculture, un site web spécialisé dans l'agriculture. Ce site lui-même s'appuie sur des chiffres de Ghana Vegetable Producers and Exporters Association, une association ghanéenne d'agriculteurs et d'exportateurs de légumes. FasoCheck a contacté l'association. Elle a expliqué que les 400 millions de dollars représentent le montant global des tomates importées par le Ghana auprès des autres pays et pas uniquement les tomates importées du Burkina Faso. Quel est le montant des exportations de tomates du Burkina vers le Ghana? Les derniers chiffres non encore validés par l'INSD indiquent que le Burkina a exporté 18 750 tonnes de tomates vers le Ghana, soit environ 9 375 millions de francs CFA. En 2021, par contre, l'ensemble des exportations du Burkina Faso vers le Ghana était d'environ 27,55 milliards de francs CFA, peut-on lire dans l'annuaire du commerce du Burkina. Ces données sont loin des 400 millions de dollars qui font 243 milliards de francs CFA, comme déclaré par Flash Burkina. Merci Jordan Meda pour ces éclaircissements. Retour sur ce plateau, M. Zimbar, on voit effectivement qu'en dépit, en tout cas de l'adversité, des difficultés qu'on a évoquées plus haut, quand même, les agriculteurs restent résilients. On a entendu des campagnes agréables, de bonnes campagnes. En gros, les producteurs restent debout. Alors, c'est juste parce que l'étendue du territoire est très grand. Comme je l'ai dit, lorsque nous avons fait donc, les chiffres du CPESA, nous nous sommes rendus compte que sur les 45 provinces du Burkina Faso, il y a 19 qui sont excédentaires et 19 qui sont déficitaires. Il y a 7 donc, qui sont en équilibre. Maintenant, lorsque vous prenez toute cette production ensemble-là, ça couvre les 98% de nos besoins. Donc c'est pour dire qu'il y a effectivement des producteurs qui ne se sont pas en sortis au regard donc, de ce que nous avons dit tout à l'heure, mais aussi il y en a qui se sont en sortis et ce sont ces excédents-là qui vont permettre donc d'alimenter en tout cas les autres villes. Ouagadougou et Bobo sont des villes qui consomment beaucoup mais qui ne produisent pas, qui sont toujours déficitaires puisque c'est comme ça. Et c'est les campagnes qui vont nourrir en tout cas ces grandes villes comme Ouaga et Bobo et d'autres régions. Maintenant, c'est de travailler à ce que donc, cette production-là ne soit pas donc, bradée ou vendue à l'extérieur ou détériorée du fait que ce n'est pas bien conservé. Alors, l'autre aspect qui ne ressort pas dans cet élément que nous venons de voir, c'est cette crise sécuritaire qui frappe de plein fouet, en tout cas, le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, il faut dire que cette année, au regard donc, de la crise sécuritaire, nous avons pas pu emblaver environ 150 000 hectares sur la superficie qui était programmée. Parce que pour produire, effectivement, il faut pouvoir être en sécurité. Et même pour convoyer les intrants agricoles donc, vers ces régions, ce n'est pas aussi facile que cela. Donc, et aussi, il y a eu donc, des grandes zones de production, notamment la plaine du Sourou qui a été donc, touchée, où des installations ont été sabotées. Et vous savez que c'est avec donc l'électricité que le pompage se fait. Et il y a eu donc des pertes énormes donc, sur cette plaine-là. Alors, ce faisant, nous avons travaillé de concert donc, avec les forces de défense et de sécurité afin que, à Bagré, qui est une grande donc, zone de production, que là-bas donc, des VDP et donc, puissent produire en même temps et sécuriser donc, cette localité pour ne pas que ce qui est arrivé au Sourou puisse se répéter. Et donc, des actions aussi sont faites afin de pouvoir donc, sécuriser les grandes plaines là pour que nous puissions exploiter donc, leur potentialité. Monsieur Zongo, vous qui êtes en contact en tant qu'organisation, en tout cas paysanne, vous êtes en contact avec les producteurs de ces zones dites rouges. Quelle est l'information qu'on vous donne? Qu'est-ce qui se dit régulièrement?
Non, effectivement, c'est l'accès aux intrants là qui cause problème. En début de campagne, que ce soit les semences améliorées, tout comme les engrais, les gens ont des difficultés pour acheminer ces intrants-là vers ces zones dites rouges là. Donc, il y a des zones où même les commerçants ne peuvent pas y parvenir pour vendre leurs intrants. Encore moins l'État également. Donc, c'est pour dire que ces zones-là, tant qu'on ne trouve pas une solution pour pouvoir le fournir en intrants, ça va être difficile pour eux. Donc, cette année, il y a des gens qui n'ont pas produit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les intrants adéquats pour pouvoir produire. Donc, c'est l'information que nous avons de la base. Sans oublier peut-être ceux qui n'ont même pas eu accès à leurs terres. Parce que ces cas aussi existent, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux à abandonner ces terres-là. Il y a des producteurs qui ont carrément abandonné leurs terres, ils ne peuvent pas produire. Ils sont venus, par exemple, quand vous prenez la région de l'Est, beaucoup sont venus au niveau de Fada, mais malheureusement, ils n'ont pas de terre pour cultiver au niveau de la zone de Fada. Donc, vraiment, ça cause problème. Quel est leur sort finalement? Bon, actuellement, pour le moment, ils bénéficient de l'assistance du CONASUR et il y a certains qui, avec l'appui de certains projets, arrivent à produire parce que leurs hôtes les ont permis d'avoir quelques lopins de terre pour produire. Donc peut-être il y a lieu vraiment de travailler à ce que les autochtones, à ce que ceux qui accueillent ces personnes déplacées-là puissent vraiment les faciliter la tâche pour qu'ils aient les terres nécessaires pour pouvoir produire. Oui. Madame, sur cette situation, en tout cas sécuritaire difficile, qui impacte négativement la campagne agricole. Oui, parlons de l'insécurité. Chacun dirait maintenant que ça l'a touché. Oui, ça a touché un peu partout, chez nous également. Et vers le mois d'octobre précisément, il y a des gens qui ont laissé leurs terrains, leurs terres déjà semées, cultivées pour partir. Et quand ces gens sont arrivés vers chez nous, il n'y avait plus de terre pour eux. Même les maisons pour habiter, c'était tout un problème. On s'entraide pour ceux qui ont toujours des céréales dans leurs maisons pour leur alimentation. On se situe entre nous, voilà. La plupart de ces gens-là qui souffrent beaucoup, la majorité, c'est les femmes. D'autres, les hommes sont partis, les laisser, elles sont venues seules, elles n'ont pas de quoi faire. Pourtant, vous savez qu'au Burkina, ici, avec les coutumes qui surgissent d'une région à l'autre, les gens n'acceptent pas souvent accueillir les femmes sans leur mari. Oui. C'est la principale difficulté en réalité. Oui. Monsieur Zemba, face à cette situation, on imagine qu'il y a des mesures qui ont été prises par l'autorité. Quelles sont ces mesures? Alors, pour appuyer donc, les personnes déplacées internes à produire donc, dans leur localité où elles ont donc, une disponibilité de terre, et eux aussi, nous avons appuyé donc, au cours de la campagne humide des personnes déplacées internes qui sont retournées chez elles dans la région du centre-nord. Et à ce titre-là, toute la dotation donc, en engrais, en semences, nous avons prévu que 5% donc, soit distribué gratuitement donc, à ces personnes déplacées internes-là, si elles montrent qu'en tout cas, elles disposent de terres pour pouvoir produire. Parce que par le passé, nous avons vu des gens qui ont pris les semences ou les engrais et qui s'est retrouvés sur le marché. Voilà, donc les agents sont donc sommés de pouvoir donc vérifier cela avant de mettre ces intrants-là gratuitement à leur disposition. Certes, ces intrants ne sont pas suffisants au regard donc de la modicité de nos moyens, mais en tout cas, c'est ce que nous avons pu faire. Et pour la campagne agricole de saison sèche qui démarre aussi, il y a des actions, peut-être que nous en parlerons tout à l'heure. Alors, Monsieur Zongo, c'est vrai qu'on vient d'aborder la question sécuritaire, mais j'aimerais qu'on en parle davantage. Habituellement, les producteurs scrutent le ciel à la recherche de nuages annonçant les pluies. Mais de nos jours, on remarque que la plupart des producteurs maintenant, quand ils scrutent l'horizon, c'est pour voir s'il n'y a pas un nuage de terroristes qui arrive. Est-ce que vous et puis vos pairs, est-ce que vous vivez la même situation? Comment est-ce que vous vivez cette réalité? Oui, en fait, cela est une réalité, d'autant que quand les producteurs qui sont souvent dans des zones un peu reculées, effectivement, sont des zones qui attirent, j'allais dire, les terroristes. Donc, quand tu es producteur, tu emblaves, mais tu n'es pas sûr que tu vas récolter. Je pense que Madame l'a si bien dit. Il y a des gens qui ont
emblavé des terres, ils ont produit. Malheureusement, ils ne sont pas restés pour récolter parce qu'on les a dû de quitter. Donc l'insécurité vraiment reste une question cruciale pour la production agricole ici au Burkina. D'accord. Effectivement, Madame Rwamba disait tout à l'heure qu'avec la situation sécuritaire, ils sont obligés de s'adapter. Est-ce qu'on peut dire que l'insécurité, c'est réellement un frein à cela? Oui. Est-ce qu'il faut s'adapter? Oui, en termes de résilience, effectivement, il faut dire que les producteurs, là, ils s'adaptent. Parce que lorsque la zone où ils sont installés, ils ne peuvent pas produire, quand ils quittent, là où ils partent, ils cherchent les terres nécessaires pour pouvoir produire. Souvent, ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la terre. D'où la nécessité de travailler à ce que ces personnes déplacées-là puissent accéder aux terres pour produire. Sinon, il faut reconnaître que le producteur n'accepte pas quitter sa zone et aller rester croiser les bras, tous parce que de l'autre zone, dans sa localité, il ne peut plus produire. Non. Et justement, est-ce que ce n'est pas le lieu de mettre en pratique d'autres techniques de culture, comme par exemple les cultures hors sol? Oui, je pense qu'en termes de production de culture hors sol, il y a des gens qui le font. Et actuellement, avec l'accompagnement de la DGPV, il y a des agents qui ont été formés et puis il y a des producteurs également qui ont bénéficié de cette formation-là. Donc, les gens, effectivement, s'adaptent avec ces pratiques-là. Mais il faut reconnaître que ceux-là qui maîtrisent cette technologie-là sont très infimes. Est-ce que de façon globale, vous avez l'impression que cette situation difficile que les producteurs, les agriculteurs, on va dire la majorité des populations traversent, est-ce que vous avez l'impression que votre situation est prise à bras le corps par les plus hautes autorités du pays? Est-ce que vous avez ce sentiment? Bon, je pense qu'actuellement, les mesures qui sont prises peuvent nous amener à dire qu'effectivement les autorités prennent en compte cette préoccupation. Quand vous prenez par exemple les intrants agricoles, effectivement, les personnes déplacées internes ont accès à ces intrants, chose qui ne se faisait pas auparavant. Donc, et ce qui est mieux encore, on les permet d'accéder à ces intrants-là, bon, à titre gracieux, ils ne payent pas. Que ce soit les semences, que ce soit les engrais, on les donne gratuitement pour qu'ils puissent produire. Donc nous disons que l'État fait un effort à ce niveau-là. Mais nous disons que c'est insuffisant parce que la quantité mise à la disposition de ces personnes déplacées-là reste vraiment très insuffisante. D'où la nécessité de demander à l'État de faire vraiment un effort, voilà, pour qu'un grand nombre de producteurs qui veulent produire puissent accéder à ces intrants. Monsieur Zemba, au-delà de l'insécurité, y a-t-il d'autres facteurs qui entravent peut-être, en tout cas, l'épanouissement des producteurs agricoles? Alors, en plus de l'insécurité, nous pouvons dire que c'est le sous-financement, en tout cas, du secteur de l'agriculture. Voilà, parce que vous voyez qu'avec cette insécurité civile que nous vivons, la grande partie de nos ressources donc, sont destinées à la lutte contre le terrorisme pour pouvoir revenir à une situation normale, une situation qui nous permettra donc de pouvoir produire. Et à ce titre-là, ça affecte également aussi les investissements donc, au niveau de l'agriculture. Mais avec les autorités, il y a une stratégie, notamment avec l'offensive agro-pastorale, où des actions donc, fortes ont été prises et qui sont en train de mise en œuvre pour qu'il y ait donc un investissement massif donc, dans le secteur de l'agriculture sur les 3 années à venir, pour que nous puissions réellement décoller donc, dans la production agricole. C'est ce qui a peut-être expliqué la baisse de la subvention des intrants cette année? Alors, cette année... Parce qu'on sait qu'il y a eu une baisse considérable à ce niveau. Oui, mais par rapport donc aux années passées, je pense que cette année, on était un peu plus au-delà des quantités qui ont été donc, commandées. Parce qu'au début de la campagne, c'était difficile, mais avec l'arrivée donc, du ministre Sombier, avec l'appui donc, des autorités, il y a eu des budgets complémentaires qui ont été alloués et qui ont permis de dégager certaines quantités. Et c'est certainement cela qui a fait que vous avez senti un retard dans la mise en œuvre donc, de certaines actions sur le terrain, parce que les achats et le transport et la distribution, ça obéit donc à un circuit. Et lorsque vous le déclenchez tardivement, c'est sûr que le produit va arriver tardivement donc, aux producteurs. Mais pour ceux qui le savent, pour la campagne sèche qui a démarré, depuis un bout de moment, les semences sont déjà entre les mains des producteurs.
Voilà, et les engrais aussi sont en train d'être placés aussi auprès des producteurs. Donc pour dire que cette année, nous avons en tout cas anticipé sur la campagne sèche qui démarre. C'est disponible, mais est-ce que c'est accessible? Alors, l'accessibilité, c'est accessible donc à l'ensemble des producteurs. Maintenant, la quantité, même si vous prenez le budget de l'État, tout le budget que vous achetez, les engrais et les semences, peut-être que ça ne va pas suffire. Parce qu'il faut dire que les producteurs, c'est 80% de la population. Et lorsque vous mettez 20 milliards, 30 milliards, vous pensez que c'est suffisant. Mais lorsqu'on repartit ces quantités-là par village, par province, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous destinons en tout cas la majorité de nos intrants-là aux personnes vulnérables qui ont des difficultés d'acheter donc ces intrants-là prix coûtant sur le marché. Parce que si ça ne peut pas couvrir tous les besoins de tous les producteurs, il faut donc partir vers les petits producteurs pour donc essayer de les soulager afin qu'ils puissent produire. D'accord. Et Monsieur Prosper Zemba, je reste avec vous. Vous avez saisi 80 tonnes d'intrants frauduleux. L'enquête est en cours actuellement dans votre département. Et qu'est-ce que vous avez comme information à nous donner aujourd'hui? Alors, c'est en application donc, de la loi 026 qui donc, institue un contrôle des engrais au Burkina Faso pour dire que pour un particulier, un commerçant qui veut importer des engrais, qui veut commercialiser ou fabriquer des engrais, il doit d'abord se prémunir d'un agrément qui est délivré donc, par les autorités après avoir rempli un certain nombre de dossiers et payé donc, les différents montants qui y afférents. Alors, c'est donc trouvé que ce commerçant-là n'avait aucun document. Donc, il autorisait à vendre des engrais. Et puis, les engrais qu'il vendait donc, étaient des engrais qui n'étaient pas donc, de bonne qualité. Parce que le contenu du sac n'était pas, donc il ne reflétait pas en tout cas les inscriptions qui sont sur le sac. C'est des cas de fraude et le poids également aussi n'était pas au rendez-vous. Donc on saisit donc, par la police, nous avons pu faire le prélèvement et nous sommes rendus compte effectivement que c'était des cas de fraude. Et ces cas-là sont légion et actuellement nous sommes en train de travailler afin que nous puissions sévir pour que ces commerçants véreux-là puissent arrêter donc, ces genres de pratiques. C'est des pertes pour les producteurs, c'est des pertes pour l'État. D'accord. Vous avez dit que l'engrais n'était pas de bonne qualité. C'est sûr que d'autres ont pu se faufiler et ont revendu cet engrais-là aux producteurs qui l'ont utilisé certainement. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur le rendement, sur la production même? Alors, lorsque vous prenez un engrais, c'est comme un médicament. On vous donne une dose pour pouvoir soigner votre mal. Donc, on vous donne une dose pour pouvoir atteindre une production donnée. Alors, donc, lorsque le contenu du sac ne reflète pas donc, les inscriptions, cela veut dire que déjà, vous mettez en dessous de la dose recommandée. Et ça va de soi que la production donc, ne sera pas au rendez-vous. Et en ce moment, c'est un manque à gagner pour le producteur qui aura payé au prix cher l'engrais, mais qui n'aura pas donc la production. Voilà. Et sinon, l'engrais que nous avons contrôlé, il n'y a pas d'éléments toxiques à l'intérieur. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'éléments toxiques à l'intérieur, donc pas de conséquences. Voilà, pas de conséquences sur le plan sanitaire, mais sur le plan de la production, le producteur qui va l'utiliser, qui ne le sait pas, donc n'aura pas la quantité de production attendue. Voilà. Monsieur Zemba, on parle de 80 tonnes. Quand on évalue, c'est plus de demi-milliard de francs CFA. Qu'est-ce qui peut pousser peut-être un homme d'affaires, un entrepreneur économique à miser autant d'argent dans l'illégalité, on va le dire ainsi? Bon, certains d'entre eux n'ont pas l'information parce que ne sachant pas qu'il faut détenir donc des documents pour pouvoir commercer dans le secteur des engrais. Et certains, lorsqu'ils sont saisis automatiquement, après les procédures, ils viennent donc soumettre un dossier afin d'avoir donc les différents documents pour pouvoir donc exercer dans ce domaine-là. Sinon, il y en a aussi qui le font à dessein, parce que lorsque vous prenez un sac d'engrais qui est marqué 15-15-15, cela veut dire NPK 15-15-15, et ça fait 45 unités fertilisants. Et si vous avez 14-23-14, donc ça fait environ 51 unités fertilisants. Donc quand vous regardez, le 14-23-14 doit coûter plus cher que le triple 15. Et là, s'il met donc l'engrais triple 15 dans le sac du 14-23-14, il le vend au prix de 14-23-14 et en réalité, ce n'est pas cela. Donc le producteur paye plus cher et lorsqu'il va le mettre, donc cet engrais-là, il gagne moins.
Donc, il y a une double perte pour le producteur. Et c'est le commerçant qui gagne. D'accord. Et quand un commerçant est pris la main dans le sac comme ça, qu'est-ce qu'il encourt? Alors, il y a donc une loi qui, comme je l'ai dit, la loi 026, qui institue le contrôle des engrais au Burkina Faso. Cette loi a des dispositions qui, donc, des peines d'emprisonnement de 3 à 6 mois, et aussi des amendes aussi qui peuvent aller à 1 million. Mais c'est une loi qui date depuis 2007 et ça fait 16 ans que cette loi est appliquée. Nous trouvons qu'elle a donc des insuffisances. Et à ce titre-là, cette loi a été relue et donc va être bientôt donc soumise aux autorités pour son adoption. Et à l'intérieur, les amendes ont été vraiment rehaussées avec les peines d'emprisonnement et d'autres dispositifs pour pouvoir mieux contrôler le commerce, donc le trafic donc, des engrais au Burkina Faso. Voilà. Merci. Monsieur Zongo, en tant qu'organisation paysanne, quel est le regard que vous portez, en tout cas sur cette dernière saisie, en tout cas d'engrais, dans le cadre frauduleux, on va le dire? Quel est votre regard sur la situation? D'abord, nous saluons le travail fait par la DGPV pour mettre fin aux travaux de ce commerçant véreux. Parce que nous disons que, en fait, si ce travail-là doit continuer, c'est nous les producteurs-là qui payons le prix. Parce que ces intrants de mauvaise qualité que nous payons, nous pensions améliorer notre production. Malheureusement, ça ne va pas se répéter sur le terrain parce que c'est des intrants de mauvaise qualité. Donc, nous voulions que vraiment tous ceux qui ne sont pas habilités à vendre les engrais-là, que les autorités fassent tout possible pour mettre fin à leur travail là. Parce que s'ils ne le font pas, c'est sûr que ça va jouer sur la production agricole. Et si ça joue sur la production agricole, ça va jouer sur la sécurité alimentaire. D'où la nécessité d'arrêter vraiment ces pratiques-là. Est-ce que les producteurs sont toujours outillés de telle sorte à éviter, en tout cas, ces cas de fraude? Bon, en dehors des producteurs qui bénéficient de l'assistance technique des directions régionales, des agents techniques sur le terrain, disons que le producteur lambda ne peut pas faire la différence entre l'engrais de bonne qualité et celui de mauvaise qualité. Parce qu'il va dire, je veux de l'engrais peut-être 15-15, ou bien, comme monsieur le directeur venait de le dire, tu prends l'engrais, c'est quand tu vas l'appliquer sur le terrain, après tu constates l'évolution des plants ne suit pas. C'est en ce moment que tu sais que tu as utilisé de mauvais plants et de mauvais engrais. Donc, sinon, le producteur ne peut pas avoir d'emblée le sac comme ça et puis connaître que c'est de l'engrais de mauvaise qualité. Par contre, ceux-là qui sont appuyés par les services techniques, eux, quand même, avec les conseils avérés de ces agents-là, ils arrivent à connaître d'abord ceux-là qui sont habilités à vendre l'engrais. Et en plus de cela, l'engrais qui est homologué. Donc, c'est pour dire qu'on est amené à travailler vraiment avec les agents techniques d'agriculture. C'est là que vous, votre rôle est prépondérant. C'est ça. Effectivement, donner l'information aux producteurs, là, de ne pas aller payer l'engrais avec n'importe quel commerçant, mais de s'assurer que c'est de l'engrais de qualité qu'ils payent sur le terrain, bien sûr avec les conseils avisés des services techniques. Alors, Madame Rwamba, ces cas de fraude d'intrants, est-ce que ça vous inquiète? Et ça nous inquiète beaucoup, même par le passé, et qui continue. Et nous remercions les bravos s'ils ont pu arrêter celui-là. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres qui sont toujours dans la nature, plus nombreux même que ceux qui l'ont arrêté, qui continuent à faire ces petites merveilles. Et chaque année, les producteurs en souffrent, surtout au niveau des femmes. Vous se débrouillez, payer un sac d'engrais ou un demi-sac d'engrais, aller trouver encore que ce n'est pas de la bonne qualité, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Dans ces cas de travail, là, il y en a beaucoup. On a vécu ces cas dans le Haut-Bassin cette année. Il y a eu même, comment dirais, un média, que je vais taire le nom, qui a fait son travail sur ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les gens, en tout cas, ont eu ces cas-là. D'accord. Alors, Madame Rwamba, au début, vous évoquiez un problème, l'arrivée tardive des intrants, ce qui a peut-être joué sur le rendement cette année. Est-ce que les femmes sont bien prises en compte dans le mécanisme de distribution des intrants? Les femmes prises en compte dans ce programme-là, comme il y a des femmes ici, les jeunes diffèrent, je le dis chaque fois,
Le travail peut être fait bien de l'autre côté, mais en ce qui nous concerne, femmes, nous sommes des associations qui travaillent sur le terrain, pas dans le bureau, sur le terrain avec des femmes. Nous savons comment elles travaillent. Et le plus souvent, ces trucs dits subventionnés ne sont pas à la portée même des bénéficiaires finaux. Ça, je le dis haut et fort. Et depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, les femmes ne reçoivent pas. Cette année, par exemple, à combien coûtait le sac d'engrais, les deux types? Cette année, les sacs d'engrais, on a parlé tout de suite de la fraude. Et souvent, il y a des gens même qui partent payer l'engrais de la fraude là, parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas le choix, vu le prix des intrants. Toujours, il y avait de l'engrais à 37 500, il y avait de l'engrais à 27 500, il y avait de l'engrais à 17 500 NPK, il y avait l'urée à 13 500, il y avait l'urée à 20 000, il y avait l'urée à 22 500. Voilà. Donc, pour parler de ça, je reviens encore pour demander au monsieur le directeur de voir s'ils peuvent toujours restructurer le marché de la vente des intrants. Sinon, c'est les producteurs qui en souffrent. Chacun amène ce qu'il peut, au moment qu'il peut, et c'est les producteurs qui reçoivent les pots cassés. Alors, M. Zemba, vous êtes le directeur général des productions végétales au ministère. Nous allons vous permettre de réagir par rapport à ce que Mme Oramba vient de dire. Alors, les prix que Mme Oramba vient de citer, c'est des prix effectivement du marché. Et à cause donc de la guerre en Ukraine, les prix ont vraiment flambé. Mais les engrais qui sont mis à la disposition des producteurs sur le mécanisme de distribution, c'est 12 000 francs le sac d'NPK et 12 000 francs le sac d'urée. Ça, c'est le prix subventionné. Donc, l'État subventionne une partie. Maintenant, c'est la quantité. Voilà, parce que nous commandons les quantités avec donc, les budgets qui sont mis à notre disposition et avec les projets de l'État aussi qui appuient donc, la production aussi. Voilà. Alors, pour la question, pour résoudre donc, le problème, elle parlait de se restructurer donc, le marché de vente des engrais. Il faut dire que lorsqu'un produit est difficile à avoir, c'est sûr que la fraude donc, augmente. Voilà, parce que les gens trouvent que c'est des niches, en tout cas d'enrichissement illicite. Donc c'est pour cela que les plus hautes autorités ont travaillé à ce que l'unité de fabrication d'engrais de Coupella puisse démarrer. Voilà, c'est une unité qui est quand même de 90 tonnes par heure et qui peut donc permettre de couvrir les besoins, en tout cas des producteurs burkinabés en engrais. Maintenant, elle a démarré, il faut qu'elle puisse accroître ses capacités au fur et à mesure. Et donc, l'État investit actuellement pour que nous puissions acheter des quantités importantes. Mais c'est ce qu'on a l'impression que c'est lent. Depuis des mois, des années, on annonce cette unité, mais on a du mal à voir le projet se réaliser concrètement. Et là, les producteurs attendent. Vous entendez les productrices, les producteurs, M. Zemba? L'unité a démarré. Je pense que le Premier ministre l'a visité il y a 2 semaines de cela. Certainement, vous avez dû le voir. Actuellement, il y a la production qui a été faite et nous allons même mettre ces productions-là donc à la disposition des producteurs pour la campagne sèche qui vient de commencer. Toute la production de cette usine-là va être achetée pour la mettre à la disposition des producteurs. Mais ça ne suffit pas. Donc, il y a des importateurs aussi qui vont compléter donc, cette production. Et je vous dis qu'actuellement, il y a un financement d'environ 14 milliards donc, qui a été mobilisé par l'État pour accompagner cette société-là afin d'acheter donc, des grandes quantités d'intrants donc, pour pouvoir fabriquer donc, ces engrais-là. Et cette année, elle a vendu donc, le sac à 24 500 donc, aux producteurs, bien que c'est une année de démarrage où elle avait des soucis en termes de finances. Mais cela veut dire qu'avec donc, cet accroissement de financement, elle pourra donc, faire baisser donc, considérablement les prix donc, au profit des producteurs. À quand l'autosuffisance donc, en intrants au Burkina Faso? Alors, l'autosuffisance, je ne veux pas faire donc, de la prédiction, mais en termes d'intrants, si nous avons les ressources qu'il nous faut, déjà 14 milliards comme je l'ai dit, ça ne va pas totalement couvrir, mais ça va nous permettre en tout cas de pouvoir faire un gros bond. Voilà. Maintenant, l'autosuffisance va venir totalement lorsque nous aurons mis en place l'unité de fabrication d'engrais. Parce que celui-là, c'est un mélange d'abord. Il y a une unité de fabrication d'engrais qui est prévue donc, et à un coût de 60 milliards qui va être mise en place pour exploiter donc, les phosphates de Kodjari. C'est là que nous pouvons parler d'autosuffisance en engrais. Parce que jusqu'à présent, les intrants sont importés.
Voilà. Et là, quand vous importez des intrants, vous ne pouvez pas dire que vous êtes totalement autosuffisant. Voilà. Vous pouvez fabriquer, mais faire un mélange pour les formulations, mais l'autosuffisance, c'est quand vous produisez entièrement donc, la matière première. Et ça, on n'est pas encore là. Merci, Monsieur Zemba. Au-delà donc des questions d'intrants agricoles, le gouvernement table sur un plan holistique, une offensive agro-pastorale. Il s'agit d'un plan opérationnel qui devrait permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire et de créer des emplois décents dans le secteur agro-pastoral. Ce plan concerne 8 produits essentiels: le maïs, le riz, la pomme de terre, le blé, le poisson, la filière bétail et viande et la volaille. À terme, ce plan devrait permettre donc la création de 100 000 emplois dans le secteur rural. On regarde cet élément et on revient pour les échanges. Oui, offensive, je pense que c'est hier seulement. Hein. Hier, on avait une rencontre des acteurs du blé. Le blé, c'est aussi une initiative présidentielle. Et c'est là, lors de l'intervention de l'autorité, il y avait le directeur régional de l'agriculture qui, dans son speech, nous a parlé un peu de l'offensive présidentielle. Ouais, bon, il faut dire que ce gouvernement-là, bon, c'est un Dieu donné. Hein. C'est un Dieu donné. Et je pense que ça va dans le sens de la production, dans le sens des producteurs. Moi, je suis producteur aujourd'hui, mais bien avant, j'étais agronome, j'étais au service de l'État, dans le privé, et de l'État aussi. Et on avait souvent des difficultés à faire comprendre aux gens qu'il faut aller dans ce sens. Donc, mais aujourd'hui, nous voyons que, en tout cas, le président va dans ce sens. Il va dans le sens qu'on visait. Voilà. Quand je prends par exemple le blé, c'est juste une parenthèse. Moi, j'ai perdu 45 jours de salaire à cause du blé depuis 1992. Mais aujourd'hui, on parle de blé. Je suis satisfait. Ouais, donc, je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Cette offensive agro-silvopastorale est la bienvenue. Et ça va, je pense que ça va beaucoup nous aider à développer, en tout cas, la productivité agricole. Non, pas du tout. Je l'ai entendu de bouche à oreille, mais pas de manière confirmée. En tout cas, je vois que c'est un projet qui sera la bienvenue, parce que nous aussi, on était à l'attente de nos dirigeants, du gouvernement qui va venir nous appuyer sûrement, et avec un suivi pour nous permettre de mieux produire. Voilà. Et la production, nous le faisons avec nos forces. Nous n'avons pas d'aide. C'est avec une daba. Sur celui de là, avec une simple daba, aller travailler jusqu'à midi, jusqu'au soir. Bon, c'est pénible, mais c'est juste pour avoir quelque chose, mettre dans nos assiettes. Voilà. Si vous pouvez nous aider avec vraiment le matériel sophistiqué, pas trop sophistiqué, mais au moins un peu adapté pour que nous puissions développer. Voilà. Oui, j'ai entendu parler de ça. Bon, nous, en tout cas, en tant que cultivateurs, agriculteurs, bon, en tout cas, nous-mêmes, on est très contents. C'est ça même on attendait depuis longtemps. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, vous venez de suivre cet élément sur l'initiative présidentielle. Je me tourne vers le directeur général des productions végétales. Et que peut-on dire à ce stade sur cette initiative, l'offensive présidentielle? Alors, merci madame. Alors, l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, c'est une initiative donc, des plus hautes autorités pour travailler à ce que nous puissions être autosuffisants alimentaires à l'horizon 2025. Alors, nous avons par le passé mis en œuvre certaines actions, mais qui n'ont pas permis de pouvoir atteindre nos objectifs. Et cette année, nous avons voulu créer cette offensive-là afin d'investir massivement dans 8 filières pour que nous puissions avoir un impact réel sur la production agricole. Et ces 8 filières-là n'ont pas été choisies au hasard. Ces 8 filières-là, il y a des filières qui sont stratégiques pour le Burkina Faso parce que nous sommes performants et nous voulons continuer à exporter. C'est le cas, par exemple, de la mangue ou du maïs. Il y a des filières sur lesquelles nous sommes dépendants entièrement de l'extérieur. Le cas du blé, le cas de la pomme de terre où nous importons entièrement les semences
de pommes de terre et aussi une partie de la production aussi pour la consommation. Alors, et il y a le poisson aussi, que nous sommes très dépendants de l'extérieur parce que nous avons environ 130 000 tonnes de besoins et nous produisons donc seulement que 30 000 tonnes de poissons. Donc, tous les 100 000 là sont exportés et importés du moins. Donc, tout cela fait que le pays est vulnérable. Voilà. Et dans cette situation donc socio-politique et sous-régionale, alors il faut travailler à ce que les perturbations politiques externes ne puissent pas venir donc avoir un mauvais impact sur la sécurité alimentaire. C'est pour cela que les autorités ont pris les devants donc pour mettre en œuvre cette initiative-là et recentrer donc l'intervention de tous les projets et programmes du pays là afin donc d'aller vers ces 8 filières-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres filières sont délaissées. Des actions sont toujours en cours pour elles. Merci. Alors, des spécialistes avancent que le nébier et la patate douce sont essentiels également pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Quel est votre avis là-dessus? Effectivement, le niébé, voilà, qui est communément appelé haricot, et la patate douce à chair orange, et aussi qui est donc riche en vitamines, donc sont des cultures effectivement qui sont très bonnes pour la sécurité alimentaire. Le niébé parce que c'est des protéines donc végétales et qui peuvent remplacer le poisson. Tous les spécialistes donc en nutrition le disent. Voilà. Et au niveau donc de la patate douce à chair orange aussi, c'est très bon aussi pour les enfants afin donc de pouvoir réduire certaines carences. Voilà. Donc c'est des actions aussi sur lesquelles le ministère aussi se positionne parce que chaque année le niébé nous le consacrons uniquement aux femmes. Les semences qui sont donc acquises dans le cadre de l'opération de subvention sont données gratuitement aux femmes, je dis uniquement aux femmes. Parce que depuis le début de la subvention, le niébé, c'est l'affaire des femmes. Voilà, donc nous leur donnons ça pour qu'elles puissent produire, parce que ça permet en tout cas de prendre en charge les enfants, voilà, et c'est des sources de revenus pour elles. On est un peu étonné aussi de voir le blé se positionner. Quel est le plan? Alors, le blé, chaque matin, nous mangeons des croissants, le pain et autres. Les galettes et tout ça, c'est le blé. Et toute cette farine donc, est importée de l'extérieur. Alors ici, aujourd'hui, on disait que les frontières du Burkina Faso sont fermées. Il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus, voilà, et autres. Alors, et pourtant, il y a des pays comme le Burkina Faso qui produisent le blé. Donc, il y a des variétés qui sont adaptées à la production de blé, mais c'était une question de volonté politique. Et aujourd'hui, nous donc, le narratif servi à son temps comme quoi le Burkina ne peut pas produire du blé. Tout ça ne sont pas fondés. À côté, au Mali, ici, il y a de la production de blé. Au Niger, il y en a. Au Soudan, il y en a. Dans beaucoup de pays qui ont des climats similaires au Burkina, il y en a. Et je peux vous dire qu'avec la recherche l'INERA, il y a eu un travail qui a été fait, comme tout à l'heure l'intervenant disait donc, dans la vidéo. Il y a eu donc des variétés, Ashta et Kanz, qui sont des variétés qui ont été sélectionnées par des Burkinabés et qui s'adaptent très bien donc, à la production ici au Burkina Faso, mais seulement il n'y a pas eu de volonté politique en son temps de booster donc, la production. Voilà. Mais cette année, nous avons, depuis l'année dernière, nous avons travaillé à donc, multiplier ces semences-là avec ces chercheurs-là. Et ces semences ont été mises à la disposition des producteurs pour continuer donc, le travail. Merci beaucoup. Monsieur Zongo, vous avez bien entendu Monsieur Zemba. On a très bien présenté en tout cas cette initiative aux ambitions nobles, aux objectifs, en tout cas inédits. C'est pratiquement une première. Comment est-ce que vous l'avez accueilli en tant qu'organisation paysanne? Oui, disons qu'au niveau des organisations paysannes, nous avons apprécié positivement cette initiative présidentielle de nommer offensive agro-pastorale. Donc, parce que, comme monsieur le directeur venait de le dire, il y a eu ces initiatives-là auparavant, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Maintenant, cette fois-ci, vous y croyez? Vous pensez que cela... Pour nous, déjà, c'est un bon départ. Mais il y a à améliorer. Améliorer parce que nous disons que ce n'est pas toutes les régions qui seront concernées par cette initiative présidentielle-là. Il y a des régions qui ne sont pas concernées, puisqu'il y a 3 composantes, bien sûr, avec des filières bien choisies. Nous disons qu'il faut élargir cette initiative, cette offensive-là, à toutes les régions. Il faut que toutes les régions puissent en bénéficier, en tenant compte, bien sûr, de la spécificité de chaque région. C'est en cela que nous pouvions vraiment avoir de bons résultats à la fin. Sinon, actuellement, c'est une initiative qui est saluée, mais il faut l'étendre à toutes les régions. C'est ce que nous souhaitions. Madame Ramba, en tant qu'entrepreneur agricole, qu'est-ce que vous attendez de cette initiative? Parlant d'attendre de cette initiative-là, l'initiative, en tout cas, est la bienvenue. Moi, je dirais ici, c'est d'impliquer le reste des acteurs
pour que l'initiative puisse marcher. Parce que ce qui a chaque fois causé problème, c'est ça. Souvent, nous, on le dit chaque fois, on nous impose souvent ce qu'on n'attend pas. Mais cette initiative, je pense qu'il y a des gens qui se sont associés pour les décisions. Elle est très bonne, mais c'est le suivi. On attend l'arrivée et on pense vraiment qu'eux aussi, ils auront un œil regardant là-dessus pour qu'on ne soit pas dessus à la fin. D'accord. Alors, comme annoncé, nous avons un public averti des questions agricoles. Nous allons leur donner la parole. Je rappelle, c'est un public composé de producteurs, de transformateurs et de journalistes, membres du Club pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Alors, si vous avez une réaction, une suggestion, vous prenez le micro, vous vous présentez et puis voilà, on vous écoute. On commence peut-être par ma droite. La parole à qui veut la prendre? Ok. Allez-y, vous vous présentez et vous y allez. Je me nomme Adama Ouedraogo. Je suis membre du ROPSA. Et je vais réagir par rapport à l'offensive agricole parce qu'on vient de dire que c'est une bonne initiative, on l'apprécie bien. Mais il y a eu des antécédents qui n'ont pas continué. Nous, on souhaiterait qu'on inscrive l'offensive, cette initiative présidentielle, ainsi que la souveraineté alimentaire dans les politiques, pour que ça soit pérenne. Sinon, on va commencer et après, ça peut ne pas continuer. Donc, on aimerait qu'on inscrive ça dans les politiques. L'autre élément, c'est au niveau de la distribution des intrants. Nous avons salué que cette année, que le ministre a arrêté la façon de faire, surtout envoyer les SMS aux gens pour qu'ils reçoivent les... Ça a été quelque chose qui retardait même la distribution. Mais avec l'arrêt, en tout cas, il y a eu quelque chose... la distribution a été acceptable. Et on aimerait qu'on revoie même la façon, en impliquant l'ensemble des acteurs, que ce soit les OP, les collectivités, qu'on revoie la façon de faire la distribution. Là. C'est en ça qu'on pourra avoir, en tout cas, une bonne distribution des semences. C'est ce que je voudrais dire pour le moment. Merci beaucoup. Peut-être une réaction rapidement avant qu'on donne la parole à un autre. Ok, une réaction. Bon, en fait, je voulais faire une précision parce que souvent il y a des amalgames entre initiative présidentielle et offensive agro-pastorale. C'est deux choses différentes, même si l'une est incluse dans l'autre, parce que l'initiative présidentielle est incluse dans l'offensive. C'est des actions que le président du FASO a souhaité, voilà, pour l'intérêt qu'il a pour l'agriculture, à accompagner donc le secteur agricole. Voilà. Mais l'offensive agro-pastorale, ça c'est toute la politique actuelle donc, du département pour booster 8 filières donc, agricoles. Et je peux vous rassurer que l'offensive, c'est sur les 13 régions du Burkina Faso. Alors, pour la question donc, de la durabilité, l'intervenant a raison, parce qu'une opération peut être bonne, mais s'il n'y a pas une volonté politique de poursuivre, on retombe dans les travers que nous avons connus entre-temps. Et ça, les autorités ont entendu votre message et je pense que des actions peuvent être menées dans le sens de pouvoir donc, gérer cette question donc, de durabilité. Pour la question donc, de la subvention et le mécanisme, il faut dire que chaque méthode a ses difficultés et aussi a ses insuffisances. Voilà. Et nous essayons en tout cas d'impliquer l'ensemble des acteurs, notamment la Chambre nationale d'agriculture, la CPF et autres, pour pouvoir donc faciliter le travail. Mais ce n'est pas tout à fait aisé parce que les moyens, en tout cas, nous manquent au regard donc, de la cible qui est très importante. Mais nous allons faire les efforts aussi de pouvoir améliorer en tout cas ce mécanisme-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre réaction avant qu'on ne passe maintenant de l'autre côté? Une dernière réaction à ma droite. C'est bon, tout est clair? Pas de réaction, pas de suggestion, pas de commentaire, pas de question. Ça va? Tout est clair ici? D'accord, donc on va passer à ma gauche, très certainement. On passe le micro par là. Réaction, la parole est à qui veut la prendre? Ok. Je
Allez-y. Moi, je me nomme Éloi Jean-Prosper Nombré. Je suis le secrétaire général du ROPSA. Merci bien aux différents intervenants. J'ai une question à l'endroit du DGPV. Et je vais commencer par l'offensive agro-pastorale. Est-ce que le ministère va-t-il inscrire la souveraineté alimentaire et aussi l'offensive agro-pastorale dans la politique agricole du Burkina? Parce qu'il a été dit tout à l'heure que beaucoup d'actions sont à répétition. À chaque fois, nous attendons des résultats. Mais est-ce que si on le met dans la politique agricole du Burkina, cela ne va pas nous amener à faire des actions beaucoup plus pérennes à l'endroit des producteurs? Ma deuxième réaction va sur la question des intrants. Le CPZA, dans son bilan à mi-parcours, a dit qu'il y a eu environ 24 000 tonnes d'engrais qui ont été distribuées aux producteurs, sur un besoin annuel estimé autour de 300 000 tonnes. Donc, comprenez avec moi que vraiment, cela n'est pas suffisant pour l'ensemble des producteurs. Monsieur le directeur, à quand la dynamisation de la CAIMA, la centrale d'achat des intrants et du matériel agricole? Cette centrale existe. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a eu une importation frauduleuse des intrants au Burkina, ce qui est au détriment des producteurs. Mais si la centrale est dynamisée, cela ne va-t-il pas vraiment réduire ces risques d'importation frauduleuse et mieux disponibiliser, pour ne pas dire améliorer l'accès des intrants aux producteurs à des coûts, comme Madame l'a dit, appréciables? Merci. Okay. Merci, M. Nombré. M. Simba, vous avez la parole. Merci, M. Nombré. Alors, pour répondre d'abord à la dernière question, la dynamisation de la CAIMA, il faut dire que pour la campagne agricole de saison sèche, les autorités ont eu recours à la CAIMA pour la fourniture de l'entièreté donc des engrais pour la campagne agricole de saison sèche. Donc, c'est une manière que l'autorité veut mettre la CAIMA en avant, donc en permettant à ce qu'elle puisse bénéficier donc des marchés de l'État, mais aussi lui permettre aussi de pouvoir donc se lancer. Et nous travaillons à un arrimage entre la CAIMA et la société donc d'exploitation des phosphates du Burkina, qui a son unité de mélange à Coupella. Et dans cet arrimage-là, la CAIMA donc achètera l'entièreté donc de la production de la CPB, voilà, et maintenant le gap, elle pourra donc le combler avec les engrais qu'elle a. Une manière aussi de pouvoir permettre aussi à la CPB de pouvoir donc écouler donc ces engrais. Et c'est cette dynamique-là que nous recherchons. Et au fur et à mesure que les quantités vont accroître, vous allez voir que la CAIMA donc va pouvoir acheter un peu plus. Mais déjà, l'État avait donné une caution solidaire de 50 milliards de francs CFA à la CAIMA pour qu'elle puisse s'endetter auprès des banques du Burkina pour pouvoir donc acheter les intrants sur le marché. Mais la situation sécuritaire faisant, la situation financière aussi donc des privés aussi est très difficile. Elle peinait donc à mobiliser en tout cas des grandes sommes pour pouvoir acheter les intrants sur le marché. Mais l'État aussi apporte son soutien financier aussi pour qu'elle puisse donc acheter donc les engrais sur le marché ou aussi faire des contrats avec d'autres producteurs comme la CPB. Et pour votre première question, il faut dire que ça, vous avez adressé en tout cas une très bonne préoccupation à l'endroit donc des plus hautes autorités. Et je crois que je vais me faire le devoir de pouvoir transmettre en tout cas cette suggestion-là aux autorités. Parce que comme je le dis, l'initiative est bonne, mais si elle n'a pas été pérennisée, donc elle va retomber en tout cas dans les méandres. C'est pour cela donc une inscription dans les politiques ou bien une forme donc de réforme même du secteur agricole pour pouvoir donc la mettre dedans afin qu'elle puisse être pérennisée. Ça aussi c'est des voies et moyens. On pourra voir comment gérer cette question. D'accord. Une autre réaction? Ok. Moi c'est Ouedraogo Saïdou. Je suis le secrétaire général de la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles du Faso.
Donc, ma question aussi concerne en tout cas la jeunesse rurale. Est-ce que l'offensive agricole, est-ce que la jeunesse rurale sera vraiment prise en compte par... Donc, l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est une question de souveraineté alimentaire. Et comme on le dit, lorsque votre voisin vient donner le Nassongo dans votre famille, là, vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez aucune dignité, aucun honneur. Donc, c'est pour cela que l'État veut financer, donc lui-même, en tout cas, l'entièreté de cette offensive agro-pastorale. Et le privé, donc, est sollicité pour que nous puissions, sur les grands aménagements, faire des aménagements, produire le riz avec donc des producteurs, des petits producteurs, racheter le riz et pouvoir donc l'écouler, transformer le riz et l'écouler. Mais dans le cas de l'offensive, pour pouvoir appuyer le financement, l'État est en cours de restructuration donc des fonds, notamment le fonds de développement de l'élevage FODEL et le fonds de développement de l'agriculture. Ces deux fonds vont fusionner et faire un seul fonds que nous allons appeler fonds de souveraineté alimentaire. Et ce fonds est destiné donc à pouvoir financer les jeunes et les entrepreneurs agricoles sous forme de subventions ou de prêts, mais c'est sur les ressources de l'État. Donc tous les projets et programmes du ministère et qui a en tout cas des lignes dédiées à l'investissement ou donc à des prêts, à des subventions vont être mobilisés autour de ce fonds-là pour pouvoir donc prêter ou subventionner en tout cas les jeunes agriculteurs qui ont des projets en tout cas porteurs. Avec l'offensive, il est aussi question de créer 100 000 emplois. Justement, comment tout ça va se générer? Alors, en parlant des 100 000 emplois, aujourd'hui, nous voulons faire... La jeunesse est concernée? Si, la production, par exemple, industrielle de riz ou de blé. Voilà, il y a des opérateurs économiques du Burkina qui ont demandé certains 5 000, 9 000, 10 000 hectares et que nous allons bientôt installer certains d'entre eux sur des plaines à Bagré et autres qui vont faire les aménagements eux-mêmes. Et quand vous faites un aménagement de 10 000 hectares, c'est vrai qu'il y aura de la mécanisation, mais aussi il y aura donc des emplois. Et autour de cela, il y a une partie donc de ces aménagements qui seront dédiés donc à des exploitants individuels qui vont produire selon un cahier des charges et qui vont donc vendre en tout cas à ce producteur-là qui est une forme d'agrégateur et qui va donc pouvoir transformer et revendre sur le marché donc au burkinabé. Tout ça, ce sont des emplois. Et comme je le disais, les investissements donc, dans les projets que les jeunes vont donc proposer pourraient aussi être donc des sources donc d'emploi pour les jeunes. Rapidement, 30 secondes pour clore. Pour une sécurité alimentaire, en tout cas, atteindre la sécurité alimentaire au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il faut, madame? Rapidement, 30 secondes. Pour une sécurité alimentaire au Burkina Faso, moi je dirais ici, pas parce que je suis femme, il faut qu'ils prennent les femmes en compte. Parce que la femme est l'actrice principale de l'agriculture, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est oubliée? Elle est oubliée, carrément oubliée. Oui, la femme, elle est oubliée. La preuve en est qu'on n'a pas de terre, les subventions, on n'en bénéficie pas. Les crédits dans les banques, on ne nous donne pas, on n'a pas droit à la parole. On ne participe pas non plus à la prise de décision. Donc pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être une réalité, il faut l'implication à 100% des femmes. Mais est-ce que ce n'est pas parce que aussi les femmes ne donnent pas de la voix? La preuve ce soir, quand on demande des réactions, des suggestions, aucune femme. Est-ce que ce n'est pas parce que les femmes aussi ne donnent pas de la voix souvent? Oui, les femmes, pas parce qu'ils ne donnent pas de la voix, nous travaillons avec eux. Les femmes ont de bonnes idées, on ne nous donne pas l'occasion. Et ce n'est pas donné à n'importe quelle femme aussi de parler dans le public. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Et ce travail, ce n'est pas la femme seule, c'est l'homme et la femme. On n'est pas ennemis, nous voulons tout simplement qu'on nous prenne en compte, qu'on croit à nos idées, qu'on croit à ce que nous faisons. On veut qu'on nous comprenne. Merci. Monsieur Zango. Okay, merci bien. Disons qu'actuellement, nous parlons le même langage avec nos autorités. Auparavant, c'était la sécurité alimentaire où vraiment l'accent n'était pas mis sur la production. Actuellement, les autorités parlent de la souveraineté alimentaire, ce qui est très important. Donc pour nous, c'est arriver à inscrire cela dans les politiques agricoles et tout ce que l'État fait actuellement. Par exemple, l'accessibilité aux intrants agricoles, qui est vraiment très limité. 24 000, il y a quelqu'un qui le disait, 24 000 tonnes sur 300 000 tonnes. Donc, que l'État travaille à faciliter, en tout cas, l'accès des intrants-là à tous les producteurs agricoles. C'est ce que nous souhaitions. D'accord. Monsieur le directeur. OK. Pour les intrants agricoles, je pense que l'État ne pourra pas subventionner la quasi-totalité des besoins des producteurs.
il faut rappeler que l'agriculture aussi est un business. Et lorsque vous interviewez les agriculteurs, certains vous disent qu'ils font des chiffres de millions par campagne et autres. Donc, c'est pour dire qu'il faut investir dans l'agriculture et pouvoir donc avoir donc des revenus. Mais l'État, au regard de la modicité donc, de nos moyens, nous attaquons aux petits producteurs, aux personnes vulnérables pour qu'elles puissent produire et pouvoir se nourrir et gagner donc, leur dignité. Mais dans la question donc, de la mise à disposition des intrants, nous travaillons à ce que le prix des engrais sur le marché puisse baisser. Si le prix baisse, ça veut dire que le producteur lambda peut aller sur le marché acheter un engrais de qualité et à bon prix. En ce moment, la subvention restera au profit toujours des personnes vulnérables. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Mais pour terminer, il faut dire que l'offensive agro-pastorale tient donc à cœur aux plus hautes autorités du pays et demande en tout cas un investissement massif des Burkinabés pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes. Comme je le disais tantôt, quand quelqu'un te nourrit, tu n'as aucune dignité, tu n'as aucun honneur. C'est pour cela que nous-mêmes devons travailler sur nous-mêmes afin que nous puissions nous autosuffire donc, en aliments et pour le bonheur donc, de nos populations. Merci à Prosper Zemba, directeur général des productions végétales au ministère burkinabé en charge de l'agriculture. Merci, M. Zemba, d'être passé sur ce plateau. Avec nous également, Jules Zongo, président du réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina, en abrégé ROPSA-B. Merci, M. Zongo, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, Madame Alizette Rwamba Kabouré, conseillère agricole, présidente du SCOOP, des entrepreneurs agricoles de Kouré, Maranfesso, dans la région des Hauts-Bassins. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre contribution. Un rappel, donc, cette émission est un rendez-vous télé coproduit par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle, dans le cadre du programme Faso Veille, qui se veut une émission de facilitation et de redevabilité de la veille citoyenne avec la société civile. Ça sera donc tout pour aujourd'hui, mais les échanges et le débat se poursuivent. Vous pouvez donc réagir à cette émission dès maintenant, également au sondage en appelant au 321 sur le réseau Orange. C'est gratuit et ne vous prendra pas plus d'1 minute de votre temps. Votre avis nous intéresse. Merci à tous et à très prochainement.